Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur cet espace conférence pour une session d'ouverture dédiée à la France industrielle. Et j'ai le plaisir, pour lancer cette session d'ouverture, de donner la parole à Monsieur Roland Lescure, qui me rejoint sur scène, ministre délégué à l'Industrie. Bienvenue. Merci, merci. Bienvenue à vous et bienvenue à vous tous et à vous toutes dans le lieu où il faut être cette semaine de la France qui avance, je vais le dire comme ça. On va le dire comme ça. Alors, quelques mots d'ouverture. On vous a vu ce matin déambuler. Vous en êtes à une première demi-journée, on va dire. Vous avez rencontré tous ceux qui font la France industrielle d'aujourd'hui. Beaucoup d'affluence. Alors ça, c'est remarquable. On peut peut-être commencer là-dessus. Et ben, finalement, il y a beaucoup de monde. Les allées sont pleines. Ça vous a aussi marqué ? Oui, ben, l'industrie... Certains disent l'industrie c'est sexy, je ne sais pas, mais en tout cas l'industrie ça fait envie. Et moi je suis très heureux de voir ce très beau salon qui visiblement est un succès populaire, mais un succès aussi de réputation. Moi je pense qu'on est en train vraiment d'inscrire l'industrie française comme une industrie qui fait envie, qui se développe, qui fait face à des défis évidemment comme toutes les industries mondiales et notamment du fait de la crise en Ukraine depuis un an, un choc conjoncturel extrêmement fort, mais qui, a fait preuve de sa résilience. Moi, j'ai été particulièrement surpris de la résilience de l'industrie française. Pour être franc, je m'attendais à un hiver, je ne vais pas dire qu'il a été facile, mais je m'attendais à un hiver plus difficile qu'il a été. Et là, on se projette. J'ai vu sur votre panneau la France industrielle de 2023. En fait, on se projette bien au-delà ici. On est vraiment en train de construire ensemble la France industrielle de 2030. Je le disais en introduction tout à l'heure, avant de couper le ruban, la foire de Hanovre, elle a plus de 75 ans. Ici, on a 5 ans. Et on a déjà fait le quart du boulot en termes de public. On a à peu près 40-45 000 spectateurs, là où ils en ont 200 000. On a fait la moitié du boulot en termes d'exposants. On a à peu près 2500 exposants, ils en ont 5 000. Donc moi, je pense que, comme on dit en anglais, the sky is the limit. Le ciel sera la limite de ce forum industriel qui est inscrit dans les territoires, qui est inscrit dans l'avenir, dans la modernité. Et j'ai vu l'écharpe verte sur le col bleu, cher Nicolas, qui est inscrite évidemment dans la révolution écologique, qui est la nouvelle révolution industrielle dont on doit sortir vainqueur. La révolution technologique, on s'en est pas trop mal sorti, mais il faut reconnaître que les grands champions, quand même, ils ne sont pas chez nous. On doit pouvoir construire les champions mondiaux de demain de la révolution écologique en Europe et particulièrement en France. Et un salon comme ça, évidemment, il donne envie de le faire. On le voit, c'est une des priorités, on en parlera tout à l'heure avec Nicolas Dufour, que la RSE, c'est un des piliers aujourd'hui du développement de la French Fab. Oui, alors, moi j'ai fait de l'investissement pendant 25 ans. Et la RSE, je trouve que c'est un peu éculé parce que c'est des choses qu'on fait depuis 25 ans mais qu'on ne fait pas vraiment. La RSE, historiquement, c'était un rapport qu'on annexait au rapport annuel en se disant « check, je l'ai fait, tout va bien ». La réalité aujourd'hui, c'est que la responsabilité sociale et environnementale, parce qu'au fond c'est ça, et je pense qu'il faut dire les mots, c'est une manière essentielle d'attirer des talents. Aujourd'hui, vous n'attirez pas de jeunes si vous ne leur dites pas comment votre entreprise s'inscrit dans la société et comment elle contribue à la révolution verte. C'est une manière essentielle d'avoir des clients, parce que rang 1, rang 2, rang 3, aujourd'hui, vos clients industriels doivent eux aussi montrer qu'ils sont verts et que leurs fournisseurs sont verts. C'est une manière de plus en plus importante d'avoir des investisseurs, pour des raisons évidentes. Et au fond, c'est aussi un enjeu très important de votre marque employeur, mais aussi marque tout court. Donc si vous n'êtes pas capable aujourd'hui d'être véritablement responsable d'un point de vue social et environnemental, et que vous faites juste un rapport annexé au rapport annuel, vous allez perdre des clients, vous n'allez pas attirer de talent, au fond, vous n'allez pas durer très longtemps. Une ligne directrice donc pour l'industrie. Quand vous parliez tout à l'heure de se projeter bien sûr au-delà de 2023, on en parle beaucoup du plan de relance 2030. Pour vous, justement, c'est un axe fort aussi, c'est une perspective qui doit souder tout le monde et donner une cohésion à l'ensemble industriel. Voilà, s'il y a un mot que j'aimerais partager avec vous, et ça tombe bien parce que les 3 personnes que vous allez avoir sur la table ronde, ils ont un seul défaut, c'est que ces 3 garçons, moi je veux plus de femmes dans l'industrie, donc heureusement qu'on a ici des dirigeantes qui sont des femmes, mais à part ce petit défaut, ils représentent ce qu'on souhaite vraiment incarner. Donc Thomas Courbe, qui est directeur général des entreprises,
Il est vraiment l'homme qui incarne à Bercy, mais qui dirige surtout les équipes qui sont aux côtés des entreprises, et notamment industrielles, dans tous ces défis et qui les accompagne. À la fois de gré à gré, on est en train de décarboner les 56 les plus émetteurs en France. Vous prenez les 56 qui émettent le plus de CO2, c'est 60% des émissions de gaz à effet de serre françaises. On est en train, les uns après les autres, de travailler avec eux un plan de décarbonation. Et surtout, il est une fois par semaine à Bruxelles pour convaincre les autorités européennes qu'elles doivent aussi changer. Hein, quand on dit réponse à l'IRA, etc., c'est lui qui le fait. Donc c'est vraiment le bras armé de l'État qui est une des branches essentielles de ce partenariat qu'on souhaite construire. Évidemment, Nicolas Dufourcq, on ne le présente plus, mais sans lui, évidemment, on ne serait pas là où on est parce que c'est le banquier de l'industrie française. Heureusement, il n'est pas tout seul et j'espère qu'il y a d'autres banquiers dans la salle. Mais il est devenu aujourd'hui l'accompagnateur privilégié des entreprises industrielles, et pas seulement industrielles, mais évidemment, je vais parler de celles que j'aime, industrielles françaises, vers l'avenir. Et puis, last but not least, le dernier des non des moindres, évidemment Alexandre Sebaud, qui lui représente ceux qui font le boulot, les industriels. Parce que nous, on peut se payer de mots, on peut se faire plaisir, on peut trouver de l'argent. Bruno Bonnel est là, il en a 54 milliards. J'ai son 0,6 si vous voulez, je vous le donne avec plaisir. mais au fond, ceux qui font le boulot, c'est les industriels. Et il ne faut pas les oublier, on est là pour eux. Ce salon, il est là pour eux. Et vraiment, merci à eux et merci à travers eux à Alexandre, qui préside de manière extrêmement brillante France Industrie, qui a été reconduit pour un nouveau mandat il y a quelques semaines et qui vraiment fait un très beau boulot, à la fois pour remonter à notre égard ce qui remonte du terrain, mais aussi à partager avec tous les industriels de France et de Navarre ce que nous on fait pour les aider. Eh bien, écoutez, vous avez fait le programme est fait, les invités sont annoncés, c'est formidable. Merci. Un petit mot de conclusion, peut-être pour avant de continuer à aller rencontrer nos industriels sur le salon. Non, je ne vais surtout pas conclure un salon qui ne fait que commencer. Donc ma conclusion, ce sera, ce n'est que le début, continuons le combat, puisqu'on est dans une journée un peu militante. Voilà, mon combat à moi, c'est celui de l'industrie. Je suis persuadé qu'ensemble, on va pouvoir le remporter. On fait face à des défis énormes, il ne faut pas faire preuve de complaisance. On a des vents de face. Mais quand on a des vents de face, il y a deux manières d'avancer. Il y en a une, c'est de reculer, on replie les voiles et on rentre au port. Il y en a une autre où on y va et on y va ensemble. Et moi, je suis vraiment dans le deuxième camp. Vous le savez, le président de la République est dans ce deuxième camp. Il l'a dit dans sa campagne. Il le porte depuis 6 mois. Il m'envoie des messages régulièrement pour me dire on en est où. Donc quand on entend comme la semaine dernière qu'en 2022, on a créé 2 fois plus d'usines qu'on en a détruit, j'ai un check et j'ai une bonne note sur mon bulletin. Et moi, ça me plaît d'avoir des bonnes notes sur mon bulletin. Je suis un bon élève. Donc continuez à installer des usines en France pour que votre ministre ait un bon bulletin. Merci. Merci à vous, monsieur Lescure. Eh bien voilà, l'annonce est faite sans transition. Je vais inviter nos 3 personnalités à me rejoindre sur scène. Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, Thomas Courbe, directeur général de la Direction générale des entreprises, et Alexandre Sebaud, président de France Industrie. Bienvenue à vous. Non, monsieur, mettez-vous ici, monsieur Dufourcq. Voilà. Voilà. Bon. Alors, un premier mot peut-être d'ouverture. Nicolas Dufourcq, donc président, vous en avez parlé un petit peu ce matin, c'est une première. La première fois qu'il y a un président sur ce salon. Vous, forcément, ça vous fait plaisir, vous êtes bien sûr tellement impliqué dans l'industrie. Comment vous l'avez ressenti ce rôle et comment vous le vivez pendant ces 4 jours? Qu'est-ce que vous allez apporter en tant que président? Il n'y a pas seulement la caution de BPI France, il y a aussi votre implication personnelle et tout d'un coup un rôle peut-être aussi on décale un peu du banquier. Voilà, on vous met comme ça au cœur de l'industrie et vous apportez la passion. On en a évoqué, on en a parlé tout à l'heure, parce que l'industrie, ça reste une question de passion. On parle beaucoup de chiffres, mais c'est de la passion. Super, il a répondu à ma place. Non, mais quand on m'a proposé de prendre la présidence, j'ai dit immédiatement oui, sans même réfléchir, parce que je me souviens très bien, en 2017, quand on avait fait notre opération commando avec certains d'entre vous, qui êtes ici présents, à Hanovre, tout habillés de bleu, avec des grands chapeaux, un hymne de la French Fab qu'on avait fait sonner. Je ne sais pas si certains d'entre vous étiez là, mais l'objectif pour nous, c'était de montrer à nos camarades et amis collègues allemands que la France industrielle n'était pas morte, du tout. Et on avait réussi par des méthodes d'agitprop élémentaires
à prendre le contrôle de la soirée à 9h Messe. C'était absolument extraordinaire. Et on s'était dit, on reviendra, on sera la nation invitée à Hanovre et on va faire un grand salon en France et on va faire un lieu de puissance, on va montrer qu'il y a des concentrations d'énergie et de vibrations tout à fait formidables qui viennent du cœur des territoires industriels français. C'était 2017. Voilà. Et donc là, on y est. On y est. Et bon, et il a raison, le ministre, de dire que la distance à l'objectif, elle est encore importante. L'objectif, 250 000 visiteurs à Hanovre, très bien. 650 000 visiteurs, salon de l'agriculture. Hein. Bon. Et comme nous, on pense que l'industrie, elle est cœur de culture française, on pense que ça va monter, inévitablement. Voilà. Donc moi, je souhaite le succès de ce salon, tout simplement. J'ai battu la campagne, les radios, les télés, pour qu'il y ait des exposants et pour qu'il y ait des visiteurs. Et qu'il y ait des jeunes, et qu'il y ait des femmes. Il l'a dit d'ailleurs, le ministre. Hein. On n'est pas nombreux, il a raison. Voilà pourquoi je suis là. Et ben voilà, en un mot commençant, sachant que la BPI est une grande banque de l'industrie, quand même, ça vaut la peine de le rappeler, puisque 65% de nos fonds propres sont investis dans l'industrie, 70% de notre financement de l'innovation, c'est l'industrie, 70% de nos actions de conseil, d'accompagnement, nos écoles, nos accélérateurs, nos incubateurs, etc., c'est de l'industrie, et 25% de nos crédits, c'est l'industrie. Et 90% de nos activités de financement export, crédit export, assurance crédit, ex-COFAS, c'est l'industrie. Donc quand vous faites le total, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Une belle efficacité au service de l'écosystème. Alors, Thomas Courbe, je vous donne la parole maintenant pour un peu un panorama, on va dire, sur l'attractivité de la France en 2022, pour justement ouvrir sur une implantation de nouveaux sites en France. C'est ce que tout le monde souhaite. De votre point de vue à la DGE, aujourd'hui, donc les incitations que vous mettez en place, les perspectives que vous avez. Alors, bonjour à tous. Et effectivement, la France industrielle de 2023, c'est d'abord l'attractivité. C'est le rapport sur les investissements qui vient d'être publié qui montre qu'on reste la première nation d'attraction des investissements industriels en Europe. On est encore en croissance. L'année 2022 est une année de crise et pourtant on a cru dans le nombre d'investissements industriels. Et c'est évidemment, de notre point de vue, le témoignage de beaucoup d'efforts qui ont été réalisés depuis ces dernières années. D'abord des efforts sur la compétitivité prix, 10 milliards de baisse d'impôts de production en 2021, la suppression de la CVAE cette année et l'an prochain, et en même temps des défis majeurs dans l'année 2022 qui vient de s'écouler, la crise énergétique. On a essayé, face à cette crise, d'apporter des réponses pour toutes les catégories d'entreprises, avec des réponses extrêmement fortes pour les très petites entreprises, avec le bouclier, avec le tarif garanti à 280 €, pour les PME également, avec l'amortisseur et le guichet. Et on a maintenant un guichet qu'on a négocié âprement à Bruxelles et qui commence vraiment à jouer son rôle pour, en moyenne, pour une PME industrielle, prendre en charge en subvention 40 à 50% du surcoût énergétique. Et on voit des flux importants d'aides qui montrent que les PME maintenant demandent cette aide pour faire face à ce choc énergétique. Malgré cette crise, on a une perspective de production industrielle qui reste bonne. On a, selon l'INSEE, une perspective de baisse de la production industrielle en 2023 d'1,5%, ce qui, par rapport au choc énergétique, est finalement modéré et traduit bien, je pense, la résilience qu'évoquait Roland Lescure tout à l'heure de l'industrie. On voit cette résilience aussi dans le fait que le mur des faillites qu'on nous a annoncé depuis juillet 2020 n'est pas arrivé. On a encore un niveau de défaillance d'entreprise qui reste inférieur à l'historique, 15% de moins que 2019. On a un autre enjeu au-delà de la crise énergétique, c'est évidemment pour 64% des entreprises industrielles le recrutement. C'est un enjeu majeur, structurel. On essaie d'y apporter depuis quelques années en lien avec France Industrie dans le cadre du Conseil national de l'industrie, des réponses à la fois au niveau local avec les écoles de production, les territoires d'industrie, des réponses de filière. On a des initiatives comme l'Université des métiers du nucléaire, par exemple, qui fonctionnent très bien. Et puis au niveau national, pour préparer l'avenir, notamment dans le cadre de France 2030, avec par exemple l'école de la batterie qui va permettre de former les compétences dont on a besoin pour les industries naissantes. Et c'est peut-être en complément, le deuxième point, c'est la question des enjeux d'avenir. Les enjeux d'avenir, le ministre l'a dit, c'est
Ça, c'est la France industrielle de 2023 et comment on prépare la France industrielle de 2030. Et c'est tout ce que nous menons à la fois pour augmenter notre résilience, être moins dépendant, tout ce que nous faisons depuis 2020 pour relocaliser en France les intrants en particulier dont on a besoin. On a par exemple, c'est bien connu, 24 des 30 médicaments liés à la réponse au Covid qui sont désormais relocalisés en France. On va avoir 30 à 50% de nos besoins en matière d'aimants permanents qui sont essentiels pour la transition écologique, les éoliennes, les moteurs électriques qui vont désormais être produits en France. Et donc un effort de résilience qui est finalement la leçon apprise de la Covid. On prépare aussi l'avenir avec les nouveaux marchés. J'ai cité la batterie, on a l'hydrogène, on a les nouveaux marchés de l'électronique. Je vois Frédéric Le Grévès ici, avec à la fois la préparation de l'avenir sur les semi-conducteurs du futur, mais aussi un enjeu de résilience, puisque à Crolles, nous allons doubler la capacité de production pour faire face aux difficultés d'approvisionnement sur les semi-conducteurs qu'on a connues ces dernières années. Donc des réponses très concrètes à la fois de préparation de l'avenir, de résilience. Et puis, le dernier enjeu, c'est évidemment peut-être l'un des plus importants, la transition écologique. Le ministre a évoqué ce qu'on avait engagé avec les 50 sites les plus émetteurs. On a depuis, dans le cadre du plan de relance, on a financé 200 projets qui représentent 5% de réduction de nos émissions. Vous savez que notre objectif actuel, c'est 35% de réduction des émissions de l'industrie. Ça, c'était l'objectif avant le paquet européen Fit for 55. Il va augmenter, la négociation est en cours, mais on sait qu'un effort complémentaire est nécessaire. Et on travaille d'arrache-pied, là aussi avec les grandes filières, sur la manière dont on va accompagner, innover pour des solutions pour cette transition écologique de l'industrie. Alors, puisque vous êtes sur la transition écologique et sur l'Europe, une petite question. Monsieur Lescure disait tout à l'heure que vous allez souvent à Bruxelles. Est-ce que cette préoccupation environnementale de décarbonation, c'est un driver fort aussi sur les industries en Europe, partout en Europe? Est-ce qu'il y a le dialogue, il se passe bien avec les autres industriels? Est-ce que tout le monde a la même conscience, on va dire, de cette priorité environnementale, ou est-ce que c'est encore un peu diffus et tout le monde ne voit pas le sujet de la même façon? Alors, je pense qu'il y a trois sujets différents. Le premier, c'est qu'on a eu en 2019-2020 une révolution copernicienne à Bruxelles sur la politique industrielle. C'est-à-dire, politique industrielle à Bruxelles, avec beaucoup d'États membres, c'était un sujet même interdit dans son principe. Et depuis, on a fait l'Europe des batteries. On était en 2019, l'Europe était totalement dépendante de l'Asie pour ses batteries. Et en 2027, on sera exportateur. Et donc, on devient une grande puissance. Et ça, par une politique industrielle qui s'est réalisée en quelques années à Bruxelles. Donc ça, et on le fait sur le cloud, on le fait sur l'électronique, on le fait sur l'hydrogène. Ça, c'est maintenant à Bruxelles un consensus sur le fait qu'on a besoin de cette politique industrielle, et c'est encore renforcé avec l'IRA américain qui nécessite d'être encore plus ambitieux dans cette politique industrielle. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est la transition et la décarbonation de l'industrie. Et là, on voit des positions qui sont variables, une très forte conscience à la Commission européenne de l'enjeu. Et puis parmi les États membres, honnêtement, et je pense qu'on peut le dire, et c'est le résultat des efforts des industriels français, on est sans doute, avec l'Allemagne, les deux pays les plus avancés dans cette d'abord prise de conscience, et puis dans la planification. Je crois qu'on est le pays européen le plus avancé dans la planification de cette décarbonation de l'industrie. On a d'autres États membres qui sont moins engagés sur ce sujet. Puis il y a un troisième sujet qui est encore plus difficile à Bruxelles, qui est le sujet de l'énergie. Et là, on a, et c'est pour faire face à la crise énergétique qu'on a connue l'an dernier, on a des débats qui, honnêtement, sont difficiles sur la réforme du marché de l'électricité et globalement sur les politiques énergétiques. Dans la presse, on a des débats très difficiles avec l'Allemagne sur l'hydrogène, la reconnaissance de l'hydrogène bas carbone. Donc peut-être pour une typologie de ce qui est vraiment acquis et puis de ce qui reste très difficile, c'est les trois enjeux de notre discussion à Bruxelles. Mais c'est très bien exactement de voir un consensus sur les sujets qui vont faire avancer. Après, tout ce qui est transition, la France et l'Allemagne sont moteurs, et ça peut être on va dire une activité d'excellence pour la France. Et puis après, l'énergie, ça sera autre chose. Voilà. C'est une aventure en route. Alexandre Sauveau, peut-être on va continuer ce tour de table et avoir votre vision à France Industrie. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, le rôle essentiel de France Industrie aujourd'hui pour fédérer l'écosystème. Comment aujourd'hui vous voyez ce salon et les perspectives pour 2030 par exemple? Déjà, bonjour à toutes et à tous. On se réjouit effectivement que ce salon ait cette taille,
ces progrès, cette audience. On se réjouit que Nicolas ait accepté de le présider d'ailleurs. C'est quand même une très bonne nouvelle et le fait qu'il n'ait pas réfléchi pour répondre montre bien à quel point l'industrie est devenue quelque part un sujet de consensus et l'idée qu'il faut réindustrialiser la France et tout ce qui participe à la fois de cette prise de conscience, de cette manifestation de ce que l'industrie qui reste en France est exceptionnelle. Elle a quand même survécu à 20 ans de politique pour le moins négligente, voire nocive. Donc là aussi, il reste quelque chose et sur cette base, on peut construire. La deuxième chose qu'on voit, Thomas l'a très bien dit, c'est qu'on s'inscrit dans le temps long. Et le fait qu'on ait depuis maintenant presque une dizaine d'années engagé une politique de l'offre qui met du temps à produire ses effets, on en voit les premiers résultats sur les indicateurs d'implantation, sur tout ce qui se passe de positif. On voit bien que, et ce salon est une manifestation, et je pense que c'est vraiment important que tout le monde se rende compte qu'il y a une très belle industrie en France, qui a de l'innovation, qui a de la capacité à faire. Et puis après, il ne faut pas occulter les deux grands risques qui demeurent. Le premier, c'est que cette politique du temps long, elle se poursuive. Parce que si elle s'arrête, ça ne se verra pas tout de suite. Et il faut au moins 2 ou 3 ans pour que de bonnes ou de mauvaises décisions produisent des résultats tangibles, sauf un choc majeur planétaire qui amène à effondrer un certain nombre de choses. Mais en termes de politique, on ne voit pas tout de suite que ce qu'on a décidé est bien ou que ce qu'on a décidé est mal. Et ça renvoie sur une des conditions du succès. On l'a très bien vu en Allemagne, on l'a très bien vu en Italie. Finalement, la confiance entre les pouvoirs publics, représentés par la DGE, par le ministre de l'Industrie et par l'ensemble du gouvernement, cette relation de confiance avec le monde industriel est une des conditions du succès. Puisqu'il faut se faire confiance, puisque de toute façon, ce qui va se passer, on ne pourra pas le montrer demain matin. Quand on dit voilà vers où on va, voilà combien de temps ça va prendre, si on ne se fait pas confiance, on se retrouve très vite arrêté. Donc cette reconstruction ces dernières années de la confiance entre les pouvoirs publics au sens large, soutenue et aidée par l'action de la BPI, a permis de recréer cet environnement qui permet de parler du temps long et de se poser les bonnes questions. Donc tout ça, c'est le travail qu'on fait et qui est absolument indispensable. Le fait que l'industrie française ait réussi à se fédérer sous la bannière de France Industrie pour parler d'une seule voix, je pense à aussi simplifier la vie de nos interlocuteurs, parce que quand vous ouvrez un sujet industriel, s'il faut recevoir 15 personnes, ça occupe un peu les agendas, ça peut diluer un peu le discours, ça peut moduler les priorités. Donc on fait tout ce travail entre nous et à un moment on porte un message clair et fort sur les priorités. On a fait avec le rapport Potier les 11 priorités des stratégies d'innovation de rupture. On a là aussi fait un énorme travail qui a servi de base, je pense que Bruno en parlera, des grandes priorités de France 2030. On retrouve cette capacité à travailler ensemble, à se définir des priorités, à pas forcément vouloir tout faire, mais à se dire là on est bon, là on a du potentiel, on a de la capacité, appuyons-nous sur nos forces pour redresser l'industrie française, et il se passe plein de choses bien. Et puis la deuxième chose, c'est d'être bien conscient, j'allais dire, des écueils. Les écueils, moi j'en vois 3. Le premier, on en a largement parlé, c'est tout ce qui est lié autour de l'énergie. On a bien vu un formidable décalage entre ce qui se passait en Europe avec des divisions. C'est-à-dire, ce qu'on a observé, c'est que l'agenda des pays européens face à la crise énergétique n'était pas le même. Et donc, quand il faut apporter une réponse commune avec des agendas différents, c'est pas simple. Alors, mon voisin s'arrache les cheveux à Bruxelles à échéance régulière pour essayer de faire avancer le sujet, mais on voit bien que c'est une vraie difficulté. En tout cas, ce sujet énergétique est un enjeu majeur. On a un deuxième grand sujet autour du fait que nos voisins et nos grands concurrents, en particulier les États-Unis, ont fait un choix très clair de subventionner la décarbonation de leur économie à coup de dispositifs simples et de crédits d'impôt pour plusieurs centaines de milliards de dollars sur 10 ans. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ils ont dit 10 ans pour donner une échéance, mais s'ils ont besoin de le faire pendant 20 ans, ils remettront la même somme sur les 10 ans qui suivent pour atteindre leur objectif autour de « je soutiens l'activité de décarbonation » pour que, vu du consommateur, je n'ai pas ce gap instantané de prix qui décourage. Ils connaissent l'opinion publique américaine. Les Américains ne sont pas prêts à payer plus cher pour du décarboné. En revanche, si on les aide, si on soutient, ils sont prêts à faire des efforts dans cet environnement. Et puis le troisième enjeu, il est très directement lié à Bruxelles. Je crois qu'il faut être clair. On en a là aussi beaucoup parlé. L'agenda aujourd'hui qui descend de Bruxelles, il est dans ses grandes orientations tout à fait positives et il est dans sa traduction, une espèce de folie administrative et réglementaire qui va tomber sur l'industrie européenne. Et si on n'y prend pas garde, tout peut s'arrêter. Quand on voit l'ensemble de ce qui est produit dans Fit for 55, le devoir de vigilance,
les nouvelles règles sur les reportings extra-financiers. Je crois qu'on est en train d'étudier 42 ou 43 nouveaux blocs de référence qui fait que les entreprises devront produire de l'explication, de la transparence. Si on est les seuls à le faire, ça ne marchera pas. Et encore une fois, il faut que tout le monde comprenne. Un industriel, j'entends souvent, vous demandez toujours moins. Non. Un industriel, il ne demande jamais moins, il demande juste la même chose que ce qui est donné ou proposé à ses grands voisins. Et si on ne se rend pas compte qu'un industriel français, il demande juste une chose, c'est travailler dans les mêmes conditions, alors que l'allemand, que l'italien ou que l'espagnol, pour faire proximité sur des sujets où c'est eux nos concurrents, c'est vraiment la demande s'arrête là. Et quand on est sur des sujets décarbonation, quand on est sur des sujets énergie ou sur des grands sujets réglementaires, c'est que l'Europe arrête de vouloir être la lumière du monde, mais qu'elle se coordonne avec ce qui se passe en Chine et aux États-Unis pour que ce qu'on nous demande soit bien calé sur ce que tout le monde est en train de faire et qu'on ne se retrouve pas avec un énième boulet au pied. Et ce boulet réglementaire, j'avoue qu'à l'heure où on se parle, il m'inquiète énormément. La simplification serait voilà une voie. Ah, c'est une bonne réaction. Il faudrait simplifier un petit peu toutes ces législations, être davantage pragmatique. C'est un peu le... Je pense que si déjà toute personne qui produit une réglementation avant de la valider va se mettre à la place de celui qui doit la mettre en œuvre pour savoir si c'est à peu près praticable, on aura fait un grand projet. Vous savez, on a eu une discussion sur ce sujet en France, mais je crois que c'est assez vrai en Europe. On pense que simplifier, c'est rajouter une simplification. En fait, simplifier, c'est enlever une complexité. Et en France, mais c'est aussi vrai en Europe, enlever une complexité, on a énormément de mal à le faire. On a une vraie rupture dans la façon de travailler. On crée une complexité avec la meilleure intention du monde. On voit que ça a plein d'effets pervers. Au lieu de supprimer la complexité, on essaye en rajoutant des petites choses d'en limiter les conséquences. Quand on fait ça pendant 25 ans, on finit avec quelque chose qui est assez compliqué à mettre en œuvre. Et donc, il faut vraiment qu'on regarde. Et en plus, ça, c'est des décisions qui ne coûtent rien. Dans des périodes où la contrainte budgétaire pourrait remonter, dans un environnement où pour décarboner notre économie, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table, Bruno en sait quelque chose. Nos finances publiques vont faire des efforts. Tout ça, c'est un effort collectif du pays. Si on peut par ailleurs, sur des mesures réglementaires de réelle simplification, diminuer ce qu'on a appelé l'impôt papier, redonner un peu de pragmatisme et de liberté aux acteurs, je pense qu'on se redonnera des marges de manœuvre pour réussir à répondre à tous nos défis autour du numérique, de la décarbonation, de l'énergie, tous ces enjeux majeurs pour notre planète et notre pays. Et c'est ça le projet qu'on porte à France Industrie, convaincre, expliquer inlassablement pour essayer de faire en sorte que demain, le cadre qui nous est proposé soit celui qui nous permette de réussir parce qu'on en a absolument besoin. Nicolas, on peut peut-être revenir, merci Alexandre pour cet éclairage, sur la BPI, sur la French Fab aussi, ce label. Là, on parle de cohésion, on parle vraiment de se mettre ensemble. C'est peut-être d'ailleurs dans ce que vous disiez tout à l'heure, Thomas Courbe, voilà, un des points positifs qu'il y a eu dans le Covid, ça a été une réaction forte de l'État qui a été efficace, on l'a vu avec les PGE, avec tout ça, il y a eu vraiment un soutien qui a été très fort. Et puis ça a aligné tout le monde, on s'est dit, tiens, là, cette fois, il n'y a plus de silo, il n'y a plus de système, il faut tous jouer ensemble. Et c'est un petit peu ce qui est à l'œuvre avec la French Fab depuis le début, c'est d'avoir cette cohésion, quelque chose qui n'existait pas avant forcément. C'était très sectorisé l'industrie. Là, aujourd'hui, on commence à avoir, avec ces salons, avec la French Fab, on commence à avoir une vision d'ensemble un peu de l'industrie, et c'est ça qui donne une force aussi. Hein. Eh bien, tout à fait. Il faut un grand récit pour avoir une chance de l'emporter dans le combat de la décennie qui vient. Un grand récit simple que tous les Français connaissent de 7 à 77 ans. C'est le récit de la réindustrialisation. Il doit avoir un oriflamme, un grand oriflamme, et on propose que ça soit le coq bleu. Voilà. L'industrie française n'avait pas de maillot. Elle était ultra gauloise, hein. C'est-à-dire, c'était vraiment un monde de tribus à la veille de la défaite d'Alésia, quoi, tout simplement. Et si elle avait un drapeau, c'était le drapeau blanc. Hein, voilà, le drapeau de la défaite. Je suis désolé de le dire, mais à la fin des années 2000, c'était le drapeau blanc, Alésia. Et donc, il faut unifier tout ça. Le Conseil national de l'industrie, il faut se souvenir, il a été créé en 2008. Oui, le c'est ça. Donc c'est très progressivement, dans les années 2000, au fur et à mesure qu'on accumulait défaite sur défaite sur défaite sur défaite,
que l'industrie française a commencé à se rassembler, un conseil national de l'industrie par-ci, tac-tac, et puis ça a fini par donner France Industrie, hein, et puis on a créé la BPI. Qui a 10 ans, qui a 10 ans cette année. Et on a lancé la French Fab en 2000, on a lancé à peu près en 2017, voilà. sur le modèle de la French Tech qui avait réussi. On a réussi la French Tech, on s'est dit, mais attendez, si on réussit la French Tech, si le monde entier connaît le coq rouge, eh ben pourquoi on ne le fait pas pour l'industrie? Faisons-le. On le fait pour la French Touch aussi, par parenthèse. Donc c'est des outils, moi je n'hésite pas à dire que c'est de la guide propre. C'est de la guide propre, hein, c'est tout. C'est comme ça qu'on emmène les gens. Alors c'est d'autant plus important que, petit 1, nos concurrents font la même chose, et de manière extraordinairement efficace, avec une puissance de propulsion, une énergie et de l'innovation. Et ils font peur quand même, nos concurrents. Et quand je dis les concurrents, je ne parle pas des Allemands. Évidemment, les Allemands. Les Allemands, j'en profite pour le dire quand même, l'Allemagne a 1200 milliards d'euros de PIB de plus que la France. En 2002, elle avait 600 milliards d'euros de PIB de plus que la France. 1200 milliards d'euros de PIB de plus que la France. Voilà, bon. Donc ça dit le travail qu'il faut qu'on fasse. Mais non, je pense même pas à eux. Je pense aux Suisses, je pense aux Marocains. Le Maroc est en train de devenir un pays industriel extraordinaire. C'est le Mexique de l'Europe. La Turquie, la Chine. Je vais y aller là bientôt. Mais il faut voir ce que c'est que l'innovation industrielle en Chine. Donc on a absolument besoin d'être incroyablement soudés. Incroyablement soudés dans l'adversité. Il ne faut surtout pas sous-estimer le problème. Hein. Voilà. Alors, d'autant plus, et c'est mon petit 2, qu'on peut mesurer maintenant la différence entre le moment Covid, où on s'est tous mis ensemble pour accélérer, et le moment post-Covid, où la proportion tout de même très importante de la société française, et j'ai envie de dire européenne, qui est plutôt dans le parti du frein à main, s'est réveillée. Pendant le Covid, chômage partiel, ils étaient chez eux. On a pu bosser. Post-Covid, ils sont ressortis. Et les vents contraires, l'entropie, sont extrêmement forts. Donc quand vous savez ça, vous pouvez toujours essayer de simplifier. Ce qui est vrai en France est vrai aussi aux États-Unis, est vrai à peu près partout. Le capitalisme se bureaucratise, naturellement. La seule solution, c'est plus d'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est des mouvements comme ça. C'est les tripes. Vous ne pouvez l'emporter que par les tripes. C'est comme à la guerre. C'est à la guerre, si vous n'avez pas les tripes, si vous n'avez pas la fanfare, si vous n'avez pas le sonneur du drapeau, vous ne gagnez pas. Voilà. Donc le mouvement de la French Fab, c'est ça. Excellent, on le voit qui se diversifie avec une petite touche verte. Là, c'est ce qu'on évoque. Maintenant, il y a ce bandeau-là. C'est un axe fort, on l'a cité tout à l'heure. C'est un axe fort pour justement fédérer, encore une fois. La réindustrialisation, elle sera nativement décarbonée, bien sûr. Et donc, sinon, elle ne se fera pas, tout simplement. À la fois pour des raisons éthiques, morales, pour des raisons de marque employeur, les jeunes ne viendront pas y travailler. Et pour des raisons économiques, tout simplement, les PME qui ne se seront pas décarbonées n'auront plus de clients. Donc ceci résonne avec l'agenda gouvernemental de la loi sur laquelle Thomas est en train de travailler de manière acharnée pour la sortir quand ? Au printemps. Dans quelques temps. Le printemps, c'est dans 15 jours. Voilà. Et donc la loi Industrie verte. Voilà, industrie verte, ça sera un des piliers de la réindustrialisation, vous l'évoquez, notamment pour les territoires aussi. On a évoqué pendant la session d'ouverture ce matin, pendant la déambulation, avec Olivier Luanzi sur le plateau, on évoquait les nouvelles usines qui vont être un petit peu plus compactes. Il faut réinventer aussi l'usine, la façon de se positionner dans les territoires. On l'évoquera juste après avec Emeline Beaune, justement, l'importance de cette jonction territoire, entrepreneur et puis organisme. Ça va être un lien clé pour bien réorganiser et bien structurer ce mouvement de réindustrialisation. Oui, tout à fait. La réindustrialisation sera donc verte, et ça veut dire, notamment pour les nouvelles usines, que dès la conception, tous ces enjeux seront pris en compte. On voit bien qu'il y a une pression sur le foncier qui est très forte avec le principe du zéro artificialisation nette. On voit, c'est un sujet naissant, mais dont on voit qu'il faut qu'on s'en empare, le stress hydrique, le besoin d'utilisation de l'eau qui va être aussi une contrainte sur les usines, et donc, et bien sûr, la décarbonation d'une manière générale, à la fois des sources d'énergie, d'une part l'électrification,
décarbonation d'une partie importante de l'industrie et globalement l'efficacité énergétique. Donc on voit que tous ces enjeux vont être des enjeux très déterminants pour l'industrie, et l'un de nos sujets, c'est de permettre que tous ces enjeux soient compatibles avec la compétitivité. Ça a été rappelé, on doit à la fois avoir une industrie verte et en même temps qu'elle se batte à armes égales avec ses concurrents internationaux. Donc c'est pour ça que je l'ai mentionné, quand c'est nécessaire, on met des moyens financiers pour accompagner cet effort de décarbonation de l'industrie. C'est pour ça aussi, et il reste du travail, mais qu'on a, pendant la présidence française, mis en œuvre le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va permettre de restaurer du level playing field avec des productions, pour l'instant dans 5 secteurs, mais on pense l'étendre ensuite, qui sont produites à l'étranger dans des pays qui ont moins d'exigences sur le plan environnemental. Et puis le dernier sujet, c'est que cette industrie verte, c'est aussi l'industrie qui va produire les équipements dont on a besoin pour faire cette transition. Aujourd'hui, sur l'énergie solaire, donc vous avez tous en tête le discours du président de la République à Belfort en février 2022. Il a tracé la perspective d'installation notamment de panneaux solaires, d'éoliennes en France, qui est des perspectives considérables pour réussir la décarbonation de notre mix ou de le poursuivre, la décarbonation de notre mix énergétique. Et ça, on veut que ça soit installé avec des équipements produits en France. On est aujourd'hui, toute l'Europe et le monde entier est largement dépendant, par exemple, sur les panneaux photovoltaïques de la Chine. On voit d'ailleurs une tension puisque les capacités de production en Chine commencent à avoir du mal à satisfaire le monde entier plus la Chine. Et donc, on voit bien que on ne peut pas se recréer une dépendance sur la transition par le panneau photovoltaïque vis-à-vis d'un seul pays. Et donc, on veut que ces panneaux photovoltaïques soient produits en France. On le fait sur l'hydrogène, déjà. On le fait, je l'ai mentionné, sur les batteries. On a engagé le travail sur les éoliennes. On veut travailler sur les pompes à chaleur. On a tout un ensemble d'équipements qui vont être la clé de la transition écologique qu'on veut produire en France. On a engagé ce mouvement, on veut le poursuivre. Sur les panneaux photovoltaïques, on voit que les États-Unis en ont fait un axe très fort de l'IRA. Et donc, on réfléchit au niveau national dans le cadre de ce projet réindustrialisation verte, et puis au niveau européen avec le Net Zero Industry Act qui va être proposé par la Commission européenne, à la manière dont on va pouvoir soutenir aussi finalement ces perspectives de marché et de développement de l'industrie pour la transition. Et on voit que ça marche. Pour revenir à ce que vous disiez, il n'y aura pas de réindustrialisation sans les territoires. Ça part des territoires. Ensuite, on peut rajouter des cathédrales qui sont financées par le vertical et par la puissance publique. Mais le cœur du sujet, ça va être les écosystèmes territoriaux. On le voit bien d'ailleurs dans le salon. C'est incroyable le nombre de sociétés qu'on découvre. Enfin, on ne les découvre pas puisqu'on les finance, mais qui ne sont pas forcément de très grande taille, mais qui sont bourrées d'intelligence et d'innovation et d'énergie vitale et qui travaillent entre elles, qui sont connectées dans des collectifs de vallées. C'est pour ça qu'on parle des vallées et des territoires d'industrie. Donc, si on n'a pas les territoires dans les tripes, je reviens à cette expression, je suis désolé, on ne peut pas réindustrialiser. Voilà, ça c'est pour moi, c'est absolument clair. Et donc, il va falloir vraiment instaurer des liens forts entre les territoires et peut-être mailler un petit peu plus justement la discussion et les projets, les perspectives entre les territoires, les institutions, les industriels. Ça va être essentiel. Parce que juste pour rebondir, on voit que ça porte ses fruits. Quand on entendait Olivier Ginon ce matin qui disait qu'il allait installer des fermes photovoltaïques là, sur toutes les installations, il y a des grands mouvements comme ça qui tout d'un coup se déclenchent quelque part. Tiens, on croit au secteur, les subventions sont là, elles sont prêtes, on y va, on le fait, et du coup, c'est en route, c'est en marche, quoi. Oui, tout à fait. Et pour revenir sur votre point sur les territoires précédent, on a avec territoire d'industrie, je pense, une matérialisation. Ce n'est pas la seule, évidemment, mais c'est une matérialisation de cette dynamique de territoires d'industrie qui sont de petite taille et dans lesquels les collectivités locales, les industriels se sont saisis d'une stratégie de territoire à leur échelle et qui ont donné des très bons résultats, qui ont été très pragmatiques, où chaque territoire identifiait les 2-3 sujets qui étaient clés pour son développement
et tous les acteurs, exactement comme vous le disiez, les acteurs du territoire, les élus locaux, les industriels, la puissance publique, s'allier pour apporter des solutions concrètes. Parfois, c'était des questions de compétences, parfois des questions de financement, des questions de foncier, d'urbanisme. Et c'est aussi, c'est exactement ça, c'est cette industrie dans les territoires où les énergies se fédèrent pour faire émerger des nouveaux projets, des développements. C'est exactement ça qu'on veut. Alors, on l'a fait dans à peu près 150 territoires d'industrie et il faut réussir à le faire partout. Avec un des enjeux des régions, c'est la formation aussi. On parle beaucoup des jeunes. À France Industrie aussi, il y a cette volonté d'accompagner justement les industriels dans la mise en place d'écoles. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, les industriels se disent si on ne trouve pas les candidats, on va monter des centres de formation, on va faire vraiment des formations telles que, pour qu'elles correspondent au mieux, au plus près à nos besoins. C'est ce que vous poussez aussi. On a dans l'industrie une tradition d'avoir développé nos propres outils de formation autour des CFAI, au sens large, centres de formation dans l'industrie, pour répondre à ces problématiques de besoins spécifiques, d'équipements spécifiques. Après, on a deux sujets. Le premier, c'est de faire venir suffisamment de gens dans cet outil, puisque ne perdons pas de vue que quand on passe d'un rythme de destruction d'emplois industriels de 50 000 par an à un rythme de création, alors en intégrant la crise Covid, de plus de 10 000 par an et sans doute plutôt 20, 30 ou 40 000 les prochaines années, on a un enjeu de recrutement qui est considérable, qu'on avait finalement assez peu eu à traiter pendant plusieurs dizaines d'années. Donc c'est un changement de paradigme autour de la capacité de l'outil, et puis la capacité à faire venir assez de gens, que ce soit des jeunes, soit des chômeurs, des gens qui veulent se reconvertir, autour de cette idée que décarboner l'économie française, réussir la transition écologique, elle part de tout ce qu'on va faire et inventer dans l'industrie. Donc c'est le meilleur endroit, tous ces gens qui sont en quête de sens, tous ces jeunes avec qui on échange régulièrement, c'est bien dans l'industrie qu'ils ont la meilleure chance de contribuer efficacement, sans détruire notre modèle social et notre mode de vie, à accompagner et rendre possible cette décarbonation de l'économie française, demain européenne et après-demain mondiale, parce que si on se contente de décarboner l'économie française, on ne va pas sauver la planète. Et on fait énormément de choses autour de tous ces sujets. On a une grande campagne de communication sur l'attractivité des métiers de l'industrie qui a été lancée. Et puis, on a fait un énorme travail sur les besoins en compétences. Je pense notamment à nos amis de la filière du nucléaire qui ont quelques centrales à construire. C'est là aussi, au-delà des technologies, de venir à bout de tous les défis techniques. C'est un besoin humain de nouvelles compétences qui est tout à fait formidable. Et quand on regarde des sujets comme ça, on en a plus qu'un à traiter. C'est des centaines de milliers de gens qu'il va falloir faire venir dans l'industrie et former pour répondre aux besoins de demain. Et en tout cas, à France Industrie, avec toutes nos fédérations, tous nos adhérents directs, nos grandes entreprises, on est bien conscient qu'on ne peut pas échouer parce qu'on n'aurait pas réussi à former les hommes et les femmes pour remplir de compétences et de talents l'industrie de demain en France. Et là, on en revient au territoire. Je pensais au French Fab Tour. Vous vouliez... Non. Je pensais au French Fab Tour. Ça donne un panorama, quand vous le faites là depuis quelques années maintenant, ça vous donne un panorama de cette France qui évolue. On évoquait ce matin aussi pendant l'ouverture le fait que les villes un petit peu de capacité moyenne, 100 000, 200 000, c'était des bons écosystèmes pour accueillir des nouvelles industries. Le foncier est peut-être un peu plus disponible, il y a peut-être plus de rapidité dans les prises de décision. Ça peut être aussi un bon moyen de continuer cette décentralisation de la France et de redonner de la vigueur à plein de territoires. Vous évoquiez les vallées, la cosmétique vallée, la plasturgie, l'Auvergne-Rhône-Alpes ici. C'est aussi un moyen de redessiner un peu le pays, l'industrie finalement. Donc, tout à fait. L'industrie, c'est une culture et c'est une géographie. Oui. C'est toujours une géographie, puisque c'est des sites industriels et qui sont extraordinairement répartis sur le territoire. Et c'est donc toujours un projet territorial, c'est toujours un projet géographique. Là, ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans les 15 ans qui viennent, c'est remettre de l'industrie de là où elle était partie, c'est là où on trouve les friches. Bon, on a un énorme problème du coût de dépollution des friches. Il faut qu'on règle ce problème-là. Ça, c'est tout à fait clair. On a un autre problème, c'est que les friches, elles sont à l'est et les entrepreneurs qui ont envie de faire de l'industrie sont à l'ouest. Hein, c'est un peu comme les pacifistes en 1982. Et donc, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux entrepreneurs qui, comme tous les Français, vont plutôt vers les côtes, oui, que s'ils veulent faire de l'industrie, il va falloir qu'ils restent dans l'interland de la France. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un projet culturel aussi. Hein. Bon. Et puis il y a le sujet métropole, petite ville. Parce qu'en fait, tout le monde a envie de refaire de l'industrie maintenant.
Et puis il y a également beaucoup d'ingénieurs qui lèvent la main en disant « moi je veux faire de l'industrie, mais je préférerais tout de même rester dans une métropole. Pensez à ma femme, pensez à mes enfants. Hein ». Et donc il y a la question de comment est-ce qu'on refait industrie, par exemple verticale aussi, après tout. Hein. Il y a eu de l'industrie verticale dans la ville de Paris pendant des siècles, ou à Berlin, dans des métropoles. Tout ceci se joue devant nous. C'est des questions fascinantes, hein. C'est des questions tout à fait passionnantes et auxquelles on peut apporter des solutions dès lors qu'on met le sujet sur la table très clairement. Les choses ne vont pas se faire naturellement. Hein. L'intendance ne va pas suivre, rien ne va se faire naturellement. Tout va être difficile, mais bon, la France est équipée pour relever ce genre de défi. Hein. Capital humain, capital financier. Exactement. Et en France, on est, de par notre langue, on est à même de comprendre la complexité. Le français, c'est une langue, quand on parle de la complexité, rien n'est simple en France. On peut comprendre la complexité, donc on est armé finalement pour relever ces défis. Le problème, c'est qu'on est trop intellectuel. Alors des fois, pour moi, le modèle, je vais vous dire, le modèle, c'est la Suisse. Le modèle, ah ouais. C'est la Suisse. Pragmatique. La Suisse a un PIB industriel par tête de pipe 3 fois supérieur à la France. Ouais. Voilà. Donc c'est un pays compliqué, hein. Très compliqué. 3 langues, 3 langues, des États différents, une espèce de collectivité compliquée à comprendre à l'extérieur, des vallées dans tous les sens, une géographie impossible, etc. PIB industriel par tête de pipe 3 fois supérieur à la France. Pourquoi ? On pense simple, et puis on exécute, et puis c'est fait. Voilà. On travaille d'ailleurs moins qu'en France, en moyenne, mais c'est fait, c'est simple. Modèle suisse, je vous propose. Très bien, il faut être à l'heure, parce qu'il y en a qui aiment bien que ça soit fait et les autres aiment bien faire. Donc ça dure. Bien, on arrive tranquillement au boulot. On peut peut-être se faire un petit tour de table avec la pensée positive du jour ou je ne sais pas, votre motto au quotidien. Allez, chacun, votre petite phrase de vie, celle qui vous motive. Voilà, je ne sais pas si vous avez... Si vous avez une phrase, je ne sais pas, ou une idée, votre mantra, on va dire, au quotidien. Moi j'en ai une très simple. Oui. C'est il y a en France un réel génie et une capacité à faire, et si on la laisse s'exprimer, on va réussir. Excellent. Oui, et réindustrialiser, c'est décarboner. Ok, le message est clair. Alors, moi j'ai un rêve, c'est que Bon, je considère que le coq bleu, il va être vert. Bon, mais c'est que le coq de la French Fab et le coq de la French Tech se parlent beaucoup, beaucoup plus que ça n'est le cas aujourd'hui. Si on arrive à injecter toute l'innovation de la tech française dans l'industrie, c'est explosif. Et ça, on est le seul en Europe à pouvoir faire ça. Honnêtement, là, pour le coup, en vision, on sait qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. Donc si on arrive à faire ça, et c'est dans les territoires que ça va se faire, hein, ça ne va pas se décider depuis Paris, c'est explosif. Très bien. Eh bien écoutez, pour rester à l'heure, il est -5, ça nous donne un petit 5 minutes de battement, vous avez un train. Merci à tous les trois, on peut vous applaudir vraiment très fort pour ce témoignage et cet élan d'enthousiasme pour l'industrie. Merci à tous les trois. Et nous allons continuer cette session d'ouverture dans quelques instants avec la venue d'Emeline Beaune qui va nous parler de territoire. Un keynote de 20 minutes et ensuite nous aurons Bruno Bonnel qui viendra nous rejoindre également. Donc une petite minute de transition et on se retrouve pour un keynote sur les territoires.